أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Chers étudiants, bonjour et soyez les bienvenus dans les cours de module La symétrie cristalline et théorie de groupe destinés aux étudiants en première année master, option physique des matériaux. Alors, notre cours aujourd'hui, c'est les rayons X. Les rayons X. Avant de commencer ce cours, je vous rappelle que tout ce que nous avons déjà étudié auparavant, c'est de la théorie et de la géométrie. Donc les réseaux cristallins, les réseaux de Bravais, la symétrie, l'axe, le centre, les plans, les opérations de la symétrie, réflexion, rotation, inversion. Tout ça, c'est de la géométrie. Donc on passe maintenant à la physique, ce qui est les rayons X. Alors, je vous rappelle aussi, avant de commencer le résumé de ce cours, c'est que la structure cristalline et l'étude d'interatomique, la distance interatomique d'un cristal est de l'ordre de l'angstrom, et de l'ordre de l'angstrom 10 puissance moins 10. Donc, pour étudier la structure cristalline et les plans et la distance interatomique, il faut de l'ordre longueur d'onde de l'ordre de l'angstrom. La longueur d'onde et aussi la fréquence, etc. Donc, pour étudier la structure cristalline, il faut utiliser les rayons X. Pourquoi? Alors, comme vous sachez, il y a plusieurs spectres. Le spectre électromagnétique est le classement des rayonnements électromagnétiques par fréquence, longueur d'onde, dans le vide aux énergies photoniques. Donc le spectre électromagnétique s'étend sans rupture de 0 à l'infini, pour des raisons tant historiques que physiques. On le divise en plusieurs grandes classes dans lesquelles le rayonnement s'étudie par des moyens particuliers. La spectrométrie ou spectroscopie est l'étude expérimentale des spectres électromagnétiques par des procédés. L'absorption est de mesure avec décomposition des radiations en bande et en bande de fréquence idéalement étroite. Donc, le rayon convenable pour la distance interatomique, c'est le rayon X, puisque c'est de l'ordre de 0,1 à 10 angstrom, comme vous voyez ici, et aussi la fréquence. Par exemple, pour la radio, on ne peut pas utiliser la radio et l'infrarouge ainsi que l'ultraviolet parce que la longueur d'onde est grande et de faible fréquence. Alors, on utilise les rayons X qui existent entre les rayons gamma et l'ultraviolet. Alors, rayon gamma aussi, on ne peut pas l'utiliser puisqu'il est utilisé dans le domaine nucléaire, il est toxique et dangereux. À l'occasion, le savant français Fellard qui a découvert les rayons gamma. C'était en 1900. Donc, on n'utilise que les rayons X. C'est ça, les rayons X. Alors, c'est quoi les rayons X? Donc, voici qu'il existe ici, dans ce domaine de fréquence, grande fréquence et faible longueur d'onde. Et ici, voici les rayons X, c'est pour l'étude des atomes. Alors, maintenant, le principe de rayons X, un peu de l'historique. Un peu d'histoire sur les circonstances de la découverte de rayons X. Ils ont été découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, qui s'appelle Wilhelm Röntgen. Il a étudié le rayonnement cathodique avec des tubes qui s'appellent Crookes. Les tubes de Crookes sont des tubes vidés de gaz, tubes en verre,
vidé de gaz. À l'époque, ils ont utilisé sur les tubes vidés de gaz. Alors, comme la figure montre, en 1901, il reçut le prix Nobel, c'était le premier prix Nobel en physique, en récompense de ses travaux sur la découverte des rayons X. Alors, c'est quoi rayon? Rayon cathodique. Les rayons cathodiques est un faisceau des électrons produits dans un tube de verre sous vide. Donc, voici un faisceau des électrons produits dans un tube de verre sous vide, équipé d'au moins deux électrodes, comme vous voyez ici, deux électrodes. Alors, comme la montre dans cette figure, où c'est la cathode qui est chauffée par une faible tension pour produire des électrons. On va accélérer les électrons. L'autre côté, c'est de l'anode. Alors, une anode est soumise, polarisée à une autre tension B. Alors, pour accélérer les électrons, comme j'ai dit, est produit au niveau de la cathode qui viennent frapper l'anode. Alors, c'était le 8 novembre 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen a constaté que l'écran recouvert d'une couche de platine au cyanure de barium, placé fortuitement, c'est-à-dire par coïncidence, à côté du tube Crookes. Alors, ça devient fluorescent lors de la décharge, lors du passage des électrons de la cathode vers l'anode. Donc, le fluorescent, il vient de quoi? Un rayonnement émané dans le tube et impressionné dans un écran fluorescent qui était là de matière fortuite, c'est-à-dire par coïncidence. Et puis alors, le physicien allemand a décidé de faire l'expérience dans l'obscurité, c'est-à-dire sans lumière, comme montre dans cette figure. Le résultat est identique à la situation précédente. C'est le même résultat. Alors le physicien a placé ensuite différents objets de différentes densités entre l'anode et l'écran fluorescent. Et on déduit que ce rayonnement traverse la matière, d'autant plus facilement que celle-ci qui est peu dense et peu épaisse. Alors ce rayonnement inconnu, il a donné le nom X, c'est-à-dire les rayons inconnus X. À l'époque est baptisé rayon X. Alors il tire les conclusions suivantes. Ce rayonnement X est faiblement absorbé par la matière. Et son absorption est en fonction de la masse atomique des atomes absorbants. Et aussi que les rayons X ont diffusé par matière ce qu'on appelle le rayonnement de fluorescence. Alors les rayons X impressionnent la plaque photographique et le constat important, c'est que les rayons X ont pour une origine l'endroit où arrivent les électrons, c'est-à-dire l'anode. La première radiographie des rayons X à l'origine de sa femme, qui s'appelle Anna Bertha, l'épouse de Wilhelm Röntgen, son épouse. Alors, qui montre, si vous voulez, comme les rayons X volaient de manière différentielle les différentes parties de sa main gauche. Il existe cette photo dans un musée en Allemagne
et vous pouvez consulter le site, vous cliquez sur ce lien. Alors maintenant, je résume. C'est quoi les rayons X? Ce sont des rayonnements électromagnétiques à haute fréquence constitués de photons dont l'énergie variée est une certaine d'électronvolts, c'est-à-dire haute fréquence et faible longueur d'onde de l'ordre de 0,1 ou bien 0,01 à 10 angström. Alors les rayons X sont des rayons électromagnétiques comme les ondes radio, la lumière visible ou l'infrarouge. Cependant, ils peuvent être produits de manière très spécifique, donc par accélération d'électrons ou par changement d'orbite d'électrons provoquant des couches électroniques. Alors, voici le principe. Ici, l'échantillon, bien le target ici. Donc, il y a un système de refroidissement et ici, il est incliné. Système de refroidissement pour l'énergie, le chauffage, le bombardement des électrons qui est à travers l'échantillon. Donc, ici, il faut un système de refroidissement et aussi incliné, échantillon incliné pour la réflexion. La réflexion des rayons et la diffraction des rayons X. Alors, c'est ça. Ici, c'est de tungstène. Donc, c'est comme celui-ci. Tube vidé. Aujourd'hui, il existe les diffractos des rayons X comme cette figure montre. Donc, vous pouvez consulter le site. Ça, c'est pour étudier les matériaux ou bien les cristaux. Les matériaux cristallins. Alors, voici le principe de fonctionnement de rayons X. Avant de passer au spectre, alors je résume et c'est quoi la nature des rayons X? Alors, tout comme la lumière visible, les rayonnements X, comme la lumière visible au rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique. Alors, il est caractérisé par un champ électromagnétique sinusoïdal qui se propage à la vitesse de la lumière. Alors, sur le spectre électromagnétique, les rayons X se trouvent entre ultraviolet et le rayonnement gamma, comme j'ai expliqué auparavant. Donc, ce sont des rayonnements de forte énergie et de courte longueur d'onde. Et donc, sont comprises entre 0,1 à 10 angström. Alors, pour étudier ces rayons X et surtout le spectre d'émission de ce rayonnement, là, on a fabriqué des tubes, pour créer les rayons X qui utilisent le bombardement électronique dans des tubes connus pour ces expériences et des tubes en verre. Donc, nous avons une cathode pour produire les électrons sont soumis à une tension pour le changement de la position des électrons, donc pour accélérer les électrons. Et alors, nous avons aussi l'anode ici, c'est un métal que nous avons une partie technique, c'est un circuit d'eau pour refroidir. Ici, un système de refroidissement. Donc, pourquoi? Parce que lorsque les électrons vont bombarder la cible, ou bien target, c'est l'échantillon, c'est la cible va chauffer, donc on la refroidit pour maintenir l'expérience dans des conditions convenables pour l'influence de la température qui est la haute température qui a été venue par les électrons. Alors, par la suite, l'anode et la cathode sont soumises à une tension accélératrice. Donc, on va accélérer les électrons qui va permettre de faire passer des électrons du niveau de cathode vers l'anode. Donc les électrons sont extraits
par chauffage au niveau de la cathode et sont accélérés par une tension. Alors le faisceau est focalisé de manière à bombarder une cible métallique, la cible métallique cette fois-ci, qui peut être en tungstène, en molybdène, en cuivre, généralement en cuivre, alors qui constituait l'anode de tube. Alors, si suite au bombardement, nous avons une émission des rayons X. Alors, ce que nous allons essayer d'analyser l'intensité de ce rayonnement émis, en fonction bien sûr de la longueur d'onde ou la fréquence. D'accord? Alors, ici, l'analyse du spectre d'émission de rayons X sur les deux courbes suivantes. Comme vous voyez ici, cette courbe, les deux courbes, nous avons les spectres caractéristiques de l'intensité de rayonnement émis par une cible en fonction de la longueur d'onde, comme j'ai expliqué à tout à l'heure. À gauche, à la longueur d'onde, la fréquence à droite, alors on constate que ces spectres-là peuvent être analysés comme étant constitués de deux composantes. Alors, un spectre de rayonnement continué, comme celui-ci, continué, en fonction de la fréquence ou bien la longueur d'onde, ici la fréquence et ici la longueur d'onde. Alors, un spectre continu et un spectre de rayons ici. Alors, série des pics. Ces pics sont caractéristiques de la cible. Alors, bien sûr, la relation entre la longueur d'onde et la fréquence est très simple, que vous connaissez très bien. Relation d'Einstein, E égale H fois nu. Et alors, voilà. Et est égal aussi H fois C sur lambda. H fois C, c'est le constant de Boltzmann fois la vitesse de la lumière. C'est un constant qui est égal à 12400. Donc, E égale 12,4 kg sur lambda. Et donc, c'est ça. Il y a une relation réversible entre E et la longueur d'onde lambda. Alors, je reviens et nous sommes arrivés, alors bien sûr, sur la relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Et puis, nous savons aussi que chaque atome a un noyau et puis un cortège des électrons. Le modèle le plus simple, c'est le modèle en couche KLM. Voici le KLM, voici les couches KLM, etc. Alors, si vous voulez, les électrons, bien sûr, si le remplissage de ces couches obéit aux règles de la mécanique quantique. Alors, lorsqu'un électron fortement accéléré arrive, pénètre, alors s'il arrive à pénétrer l'atome, en principe, s'il ne voit pas l'interaction de noyau, il va continuer tout droit. Donc, il va continuer comme ça, tout droit. Mais il y a une interaction quand l'électron rentre en interaction dans le champ intervention de noyau, puisque le noyau est positif, l'électron est négatif, donc il y a une interaction. Alors le noyau, les électrons ralentis et déviés, et voilà donc la trajectoire qui va subir l'électron, s'il voulait, est fortement accélérée quand il rentre à l'intérieur de l'anode. Bien sûr, si lorsque ce ralentissement et ce changement de cette déviation qu'il y a une production des deux photons. Donc, nous allons expliquer. Donc, un atome vient ici, donc bombardement donc électronique vient ici,
il y a sortie de l'électron, et un atome de la couche supérieure va descendre ici. Alors, je répète, lors de bombardement de la lampe, un électron fortement accéléré pénètre dans un atome à cause de champs électriques attractifs très intenses. Alors, très intense, c'est-à-dire à haute tension, du noyau, il est freiné et dévié. Alors, l'électron perd son énergie critique. Cette énergie entre l'électron en fin de trajectoire et l'électron incident qui est transformé en rayonnement X. Ce rayonnement qui est dû à ce freinage, là, en ce ralentissement des électrons à cause de l'interaction avec le noyau, est appelé le rayonnement de freinage. Alors, c'est pourquoi ce spectre est continué. Donc, ce spectre est continué. On a cette allure. Alors, essayons d'expliquer, si vous voulez, l'interaction de l'électron avec le noyau. Alors, sur cette figure, j'ai pris un noyau et un électron qui est une énergie avant d'interagir avec le noyau. Une énergie peu basse autour des moyens. Le champ interaction, c'est-à-dire lorsque l'élève entre dans cette zone, pour ce qu'il entre en interaction avec l'interaction attractive avec un noyau. Nous savons que les électrons sont accélérés par une tension électrique. Donc l'énergie critique d'un électron, E égale E fois V. Alors, voilà, E fois V, donc rentrer en interaction avec le noyau. Avec le noyau, dès que les électrons rentrent dans le champ électrostatique du noyau, et les freiner et dévier, selon la théorie de l'électromagnétisme. Toute charge accélérée et décélérée émet un rayonnement, en principe ici, il est ralenti et freiné. Donc, il y a une émission de rayonnement. Une émission de rayonnement. Comme si vous voulez, nous pourvient ce rayonnement, eh bien, cette énergie va diminuer lorsque l'électron rentre dans le champ d'interaction avec le noyau. Dans un champ d'interaction avec le noyau et l'électron. Supposons ici. Alors, voici le noyau. La différence entre l'énergie de E1 moins E2, lorsque de ce freinage de cette déviation et la décélération, donc des électrons créent un flux de photons X, de photons X. Le spectre d'énergie est continué. Donc, ça donne un spectre continué, comme celui-ci. Pourquoi elle est continuée? Tout simplement parce que c'est la perte d'énergie continuée à perte. Laisse continuer, c'est la perte d'énergie dépend de la distance entre l'électron et le noyau. Donc, l'énergie, si vous voulez ici, l'interaction n'est pas la même chose. Et si la décélération dépend donc évidemment de la distance entre l'électron et le noyau, et par conséquent les photons émis peuvent avoir toutes les énergies comprises entre 0 et l'énergie cinétique. C'est-à-dire, si vous voulez, l'énergie d'interaction est nulle, cette énergie peut prendre par la photon X. Le photon X. Alors, va prendre toute l'énergie de l'électron. Toujours dans la compréhension de partie du spectre continu, alors
on explique ça expliqué par la fréquence maximale des spectres discontinus. Pourquoi des spectres discontinus? Donc, c'est ça nul à une fréquence maximale. Nous avons vu l'énergie E égale E1 moins E2. La perte d'énergie lors de freinage qui est l'origine de l'énergie de photon. L'électron incident peut perdre toute son énergie cinétique. Donc, ça va être égal à 0. Par conséquent, ces énergies, ce qui conduit à une limite supérieure à la fréquence des photons, des photons émis. Alors, est égal à 0. Par contre, donc, ce lieu doit être une fréquence maximale, puisque cette énergie, comme j'ai identifié de relation avec lui-même cette fréquence maximale. Alors, fréquence maximale dépend uniquement de la tension accélératrice et non du métal qui constitue la cible. Donc, rien à voir avec l'échantillon, avec le métal de la cible. Ce ne dépend que du dispositif expérimental. Donc, comme le freinage dépend de la distance à laquelle les électrons se rapprochent du noyau, les photons émis ont toutes les énergies comprises entre l'énergie cinétique 0. C'est-à-dire ici, si vous voulez louer maximum ces énergies, nous avons vu donc le spectre continu dépend de la tension d'accélération des électrons. Donc de l'énergie cinétique des électrons incidents. Donc chaque spectre présente une limite brutale du côté de la fréquence. Nous avons une expérience avec trois tensions. Alors, avec trois tensions, « 15 électronvolts, 20 électronvolts et 25 électronvolts. » Donc, nous avons une expérience avec trois tensions d'accélératrices différentes, 15, 20 et 25. Donc, selon la relation de grain assuré de E égale H fois nu égale E fois V, alors pour les trois fréquences maximales, on remarque que si on augmente l'intensité, il y a une augmentation de la fréquence, par contre une diminution de la longueur d'onde. La loi de Moseley. Henry Moseley, c'est un physicien britannique, anglais. Il a établi la loi de Moseley. C'est la loi empirique concernant le spectre électromagnétique émis ou absorbé par les atomes. Elle est reliée à la fréquence nue d'une raie caractéristique au nombre des atomes Z, c'est-à-dire cette relation. Entre parenthèses, le savant Henry Moseley, il était tué dans une bataille de la Première Guerre mondiale en 1915 à l'âge de 27 ans. Une bataille en Turquie contre l'Empire ottoman.
Donc, c'est ça la loi de Moseley, loi empirique concernant le spectre électromagnétique émis ou absorbé par les atomes.